Dans ce nouveau chapitre, nous allons nous intéresser à la gestion des erreurs en JavaScript. Alors tout d'abord, pourquoi gérer les erreurs? Donc lorsqu'un code est exécuté, il y a toujours une chance pour qu'une erreur survienne. Les erreurs peuvent provenir de différents facteurs, donc tout d'abord une erreur faite dans le code par le développeur, ou encore une mauvaise valeur envoyée par l'utilisateur, un facteur de l'environnement interne déficient, etc., etc. Il va donc être important de gérer les cas d'erreur potentiels afin d'éviter que tout le code autour de l'erreur plante ou affiche un résultat non souhaité ou même affiche des informations sensibles qui pourraient être très pénalisables pour votre site et pour vous. Donc comment gérer les erreurs? Alors la meilleure façon de gérer une potentielle erreur va être d'utiliser trois blocs, les blocs try, catch et throw. Donc le principe va être le suivant. Tout d'abord, on teste un code dans le bloc try et si le code est valide, il sera exécuté normalement. Si une erreur est détectée dans le code lors de son exécution, on va lancer ou jeter, c'est-à-dire throw en anglais, une exception. Et le bloc throw va nous permettre de créer un message d'erreur personnalisé et d'obtenir des informations sur l'erreur rencontrée. Et donc finalement, on va attraper, c'est-à-dire catch en anglais, notre erreur ou notre exception dans notre bloc catch, donc afin d'afficher les informations relatives à celle-ci. Ce dernier bloc va également généralement contenir le code à exécuter en cas d'erreur. Donc on va maintenant voir ce que cela donne en pratique. Donc imaginons que nous demandions à nos utilisateurs de rentrer un nombre compris entre 1 et 10 sur notre site. On veut s'assurer que les données envoyées vont bien correspondre à un nombre valide et dans le cas où l'utilisateur envoie autre chose qu'un nombre ou si le nombre envoyé n'est pas dans le bon intervalle, on veut déclencher une erreur. Donc on va essayer de créer le script correspondant et donc du côté HTML on va se contenter d'un élément input et d'un bouton de validation tandis qu'ensuite en JavaScript nous allons commencer par attacher un gestionnaire d'événements click à notre bouton afin de pouvoir récupérer et tester la valeur envoyée. Donc encore une fois bien évidemment ici on fait des validations côté client donc en JavaScript, donc une nouvelle fois ce serait plutôt pour des utilisateurs bienveillants mais qui auraient mal rempli un champ. Donc ici, de toute façon, le sujet est tout simplement de voir comment on peut gérer des erreurs en JavaScript. Ce n'est pas véritablement de créer des formulaires à toute épreuve. Donc en HTML, ici dans notre body, on va commencer donc par créer un input de type number, donc puisqu'on veut un nombre entre 1 et 10, avec donc deux attributs min qu'on met à 1 et max qu'on va mettre donc à 10 comme cela et donc on va lui donner un ID nb ici et on peut également lui donner donc un name si on souhaite. On peut mettre par exemple le nombre comme cela ici. Ce n'est pas très important de toute façon dans ce cas là puisque ce n'est pas véritablement ce que l'on souhaite tester en soi, donc le champ de formulaire. Ensuite, label for, donc NB ici, donc on va mettre entrer un nombre entre 1 et 10 afin de donner des indications à l'utilisateur sur ce qu'il doit rentrer. Hop, comme cela. Et donc on a dit un bouton pour finir, donc un bouton de validation ou de test de la valeur, donc button. Donc ici vous le voyez, je ne crée pas véritablement un formulaire, je me contente d'un input et d'un bouton. Car encore une fois, ici, donc l'objet de ce chapitre est d'apprendre à gérer des erreurs potentielles en JavaScript. Donc button, et on va mettre un ID test par exemple, donc validé comme cela. Et donc on va également finalement créer un paragraphe en HTML, donc un paragraphe qui va afficher l'erreur ou qui va afficher donc si le nombre entré est bon. Donc ensuite, dans notre élément script, donc en JavaScript, on va déjà commencer par accéder aux différentes choses qu'on a créées en HTML. Donc var tout d'abord, donc pour le bouton b égale document.getElements by id, donc de test ici. Ensuite, on va donc accrocher un gestionnaire d'événements à ce bouton immédiatement, donc b.addEventListener, donc un gestionnaire d'événements de type click, et on va lui passer une fonction qu'on appelle test valeur.
Et donc à l'intérieur de cette fonction, nous allons accéder à notre paragraphe, à la valeur envoyée, et nous allons également créer nos 3 blocs donc, de tests pour détecter une erreur potentielle. Donc function test valeur ici, donc on ne lui passe rien a priori. On crée une première variable p qui va nous servir à récupérer notre paragraphe en HTML, donc document.get element by id de msg ici, comme cela. Et on va également accéder donc à la valeur envoyée. Pour cela, on crée une deuxième variable x et on va utiliser la propriété value, donc document.get element by id, donc de cette fois-ci id de nb ici, et .value comme cela. Donc après, on va tester notre valeur en soi, donc déjà dans un premier bloc try, donc toujours à l'intérieur de notre fonction bien évidemment. Donc try ici, donc on va tester tout d'abord si le nombre envoyé n'est pas un nombre ou si le champ est resté vide. Donc on va faire cela avec la fonction isNaN pour tester si ce n'est pas un nombre, et on va également créer un if, donc tout d'abord. Alors if, donc on commence avec isNaN, donc si le nombre envoyé justement n'est pas un nombre, ou si donc le champ est resté vide. Dans ce cas-là, donc le format des données envoyées ne nous correspond pas, et donc on va lancer une exception et nous allons afficher le texte. Par exemple, donc vous n'avez pas rentré de nombre valide, comme cela. Ici. Donc ensuite, il nous reste 2 cas à départager. Donc le cas où l'utilisateur envoie un nombre qui n'est pas dans l'intervalle, et le cas où l'utilisateur envoie un nombre qui est bien dans l'intervalle. Donc on va commencer avec le cas où l'utilisateur envoie un nombre qui n'est pas dans l'intervalle bien évidemment. Donc else if, dans le cas où cette fois-ci donc la valeur envoyée est strictement inférieure à 1, donc où la valeur envoyée est strictement supérieure à 10. Donc dans ce cas-là, le nombre n'est pas dans le bon intervalle, donc ça ne nous convient pas non plus. On va à nouveau lancer une exception et on va cette fois-ci afficher le texte valeur trop grande ou trop petite, comme cela. Et donc finalement, dans tous les autres cas, donc théoriquement, tous les autres cas, ça représente le cas où le nombre est bien entre 1 et 10. On va donc afficher directement dans notre paragraphe msg.inner.html, donc nombre, ok, comme cela, très simplement. Et donc ensuite, si une exception a été lancée, il va falloir qu'on la récupère. Donc nous, on va la récupérer grâce à une référence. Donc on va appeler par exemple E, mais on pourrait l'appeler comme on souhaite. Donc moi je dis E pour erreur. Donc dans un dernier bloc catch, comme cela, donc catch E ici, donc encore une fois on pourrait mettre ce qu'on veut à la place de E, et on va afficher donc l'erreur correspondante, donc inner HTML égale E, tout simplement comme cela. Donc on enregistre et on va afficher immédiatement afin de voir le résultat que je vais vous commenter par la suite. Donc vous voyez bien qu'au début donc on a bien notre champ pour inscrire un nombre. Donc tout d'abord, si on ne remplit rien et qu'on valide, vous voyez qu'on a bien, vous n'avez pas entré de nombre valide, donc ça fonctionne apparemment. Si je remplis maintenant, par exemple à la place du nombre normal, je mets 100 et que je valide, on a bien valeur trop grande ou trop petite. Si je mets moins 100, on va avoir la même chose. Si j'écris quelque chose comme DD, comme cela, on va avoir, vous n'avez pas entré de nombre valide. Et si en revanche, donc j'écris 7, on va cette fois-ci avoir nombre OK. Donc vous voyez bien que nos 3 blocs fonctionnent bien et que donc on arrive à renvoyer des erreurs selon que la valeur soit trop grande, trop petite, ou que même la valeur renvoyée ne corresponde pas du tout à ce qu'on attend. Donc une nouvelle fois ici, ce qu'on fait, tout simplement, donc on attache tout d'abord un gestionnaire d'événements clic à notre bouton, puis ensuite on crée donc
la fonction qui est relative à ce gestionnaire d'événements. Et donc dans cette fonction, on va tout simplement créer, donc utiliser 3 blocs, un bloc try avec un throw dedans. Donc throw qui va lancer une erreur selon que le cas soit rencontré. Et donc 2 throws différents qui lancent 2 erreurs différentes. Et ensuite on va catch, donc c'est-à-dire on va attraper l'erreur qui a été lancée si une erreur a bien été lancée et afficher donc l'erreur en question, c'est-à-dire soit ce texte-là, soit ce texte-là selon l'erreur qui a été lancée. Donc finalement, vous devez savoir qu'on peut ajouter un 4e bloc qui est optionnel, qui est le bloc finally, et qui permet d'exécuter un code, quel que soit le résultat, suite au bloc try et catch. On peut par exemple utiliser finally pour réinitialiser le champ où l'utilisateur rentre la valeur, donc ce qui est une utilisation très fréquente du bloc finally. Donc ici, on va se placer sous le bloc catch, et donc on va créer notre dernier bloc, donc finally, c'est-à-dire que donc dans tous les cas, on va par exemple effacer la valeur inscrite avant l'envoi, donc document.getElementById, donc toujours pareil de NB, donc on accède tout d'abord bien évidemment à notre champ en HTML, .value, et donc on va réinitialiser la valeur en donnant donc quelque chose de vide à notre valeur. On enregistre et on affiche à nouveau. Donc ici, moi, je mets à jour ma page. Donc si j'écris maintenant DDD comme cela et que je valide, vous voyez donc on a bien toujours l'erreur, on n'avait pas entré de nom valide, mais cette fois-ci, donc mon champ a été réinitialisé. Vous voyez qu'il n'y a plus rien dans le champ. Et donc cela peut être pratique lorsque vous créez un formulaire pour vos utilisateurs, cela peut être plus pratique pour eux. Alors faites bien attention cependant qu'à réinitialiser la valeur de X ici ne servirait à rien car on n'a fait qu'affecter la valeur rentrée dans le champ à X. Il faut donc bel et bien réinitialiser la valeur du champ en soi. Et c'est pour cela donc qu'on utilise une nouvelle fois donc getElementById pour accéder au champ et ensuite la propriété value pour réinitialiser la valeur en soi et donc pas réinitialiser la valeur de la variable X. Donc voilà tout pour la gestion d'erreurs en JavaScript. Et dans le prochain chapitre, donc nous verrons cette fois-ci le mode strict en JavaScript. Donc nous verrons l'intérêt, les intérêts qu'il peut y avoir à utiliser ce mode strict et nous découvrirons un petit peu comment cela fonctionne et de quoi il est constitué.